Bienvenue chez Perspective de médiation, le podcast dédié à la médiation et à la résolution des conflits. Je suis Pascal Guimperly, médiateur basé en Suisse. Avec nous, selon les épisodes, Joëlle Dunoyer, rédactrice en chef de la revue Intermédiaire, et Christelle Schirmer, membre de la rédaction. À travers nos émissions, nous contribuons au développement de la médiation et des modes alternatifs de résolution des conflits. Vous allez découvrir des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des échanges et discussions variés avec des invités de marque. Nous vous proposons ces épisodes en partenariat avec la revue Intermédiaire, un semestriel en version papier et numérique, spécialisé en prévention et gestion des conflits. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour partager vos avis ou pour poser des questions. Allons-y. Bonjour Pascal, bonjour Sandra Galisso. Bonjour. Merci d'être avec nous pour un nouvel épisode du podcast Perspective de médiation, en partenariat avec la revue Intermédiaire. Voilà. Avec Pascal, je pense Sandra, ton article nous a beaucoup, peut-être ta tribune, hein, tu disais que c'était une tribune que tu as en fait écrite dans le journal de la justice, le village de la justice, pardon, nous a beaucoup interpellés et voilà, on s'est dit en fait ce serait pas mal d'échanger, de papoter un peu, de faire un épisode sur ces questions que tu soulèves dans cette tribune-là et qui sont certainement très intéressantes aujourd'hui pour le développement de la médiation en France. Je vais te laisser peut-être d'abord, Pascal, on va laisser Sandra se présenter un petit peu quand même, et puis après, voilà. Eh bien, merci, ravie d'être avec vous. Effectivement, cette tribune, alors je reviendrai peut-être sur le choix du mot tribune et de la diffusion de l'article, m'invite à me présenter peut-être en lien justement avec cette tribune. Donc en fait, de formation, j'ai fait des classes préparatoires Normale Sup en sciences sociales et j'étais admissible à Normale Sup, ce qui explique une certaine culture de sciences sociales. J'ai rejoint Sciences Po Paris, où j'ai fait mes études dans politique économique et sociale. Et ensuite, j'ai exercé pendant plus de 20 ans comme DRH dans diverses sociétés, plutôt de grande taille. J'ai également été conseiller prud'homme, d'où une certaine approche finalement de la justice. J'ai également été avocate avant de devenir médiatrice depuis une dizaine d'années. Voilà. Donc en tant que médiatrice, ça fait une dizaine d'années. Je suis, j'allais dire, agréée par différentes associations, Médiation 21, l'ANM, le RME. Et donc je suis également médiatrice assermentée près des cours d'appel, en l'occurrence Aix-en-Provence. Et j'ai également, je le présente ainsi parce que ça peut expliquer effectivement comment je raisonne par rapport à la justice. Je suis également experte de justice en gestion sociale, conflit social. Voilà. Et donc, j'interviens donc professionnellement chez une société qui s'appelle Juris Garage, qui est centrée sur les problématiques sensibles, notamment en prévention des risques professionnels. Voilà, mais ce parcours pour expliquer un petit peu mes relations avec la justice et la médiation judiciaire, puisqu'en 2018, j'ai été cofondatrice de l'Union des médiateurs près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui rassemble donc l'ensemble des médiateurs inscrits sur la liste de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et qui avait vocation, enfin qui a toujours, bien entendu, vocation à être à l'interface des médiateurs de cette liste et les besoins des juridictions. Voilà. Donc c'est une association que j'ai présidée pendant de plus de 3 ans et qui poursuit sa vie.
Bah, super. Je vais peut-être rappeler un petit peu le titre de cet article pour juste voilà, situer un petit peu le sujet. C'est lever les freins au recours à l'amiable, dépasser l'entre-soi des professionnels du droit pour penser la médiation comme bien commun. Qu'est-ce qui t'a poussé, Sandra, à faire cette tribune? Alors, d'abord, c'est une tribune, c'est-à-dire que ça ne se veut pas un article exhaustif sur le plan scientifique, en matière de sciences sociales, et ça, j'allais dire, prend un peu position, donc certains peuvent trouver un peu abrasif, mais c'est le sens d'une tribune, justement. Donc, mon parcours, soit moi-même en tant que médiatrice, mais effectivement, dans ma pratique des institutions judiciaires et ayant également œuvré au travers de l'UMEDCAP un certain nombre d'actions. J'ai eu l'occasion également d'échanger avec le CNN dans le cadre d'une commission sur leurs différents travaux, m'a amené à élaborer un petit peu une vision de où en est comment s'articule l'amiable et la justice. Voilà. Et j'avoue que ces derniers temps, je trouve qu'on a un petit glissement. Alors je dis on avait, en fait on a toujours une très belle occasion de rassembler l'ensemble des acteurs de la médiation, sans oublier les médiés, que je trouve qu'on oublie tout le temps, pour le penser justement comme un bien commun et non pas le découper en de multiples activités dont le découpage renvoie finalement au découpage institutionnel français. Voilà. Donc, le glissement que tu as mentionné, c'est que tu peux aborder un petit peu plus? Alors, le glissement, pour moi, c'est le moment où finalement les professionnels du droit sont passés de la critique de la médiation, voilà, c'est pas notre affaire, c'est extérieur. Si les gens veulent, c'est très bien, mais c'est pas le droit, c'est pas la justice. À finalement la revendication que l'amiable, c'était eux. Et c'est ce glissement qui, alors évidemment, je le présente de façon un peu caricaturale, mais c'est ce glissement qui a créé cet inconfort de ma part. Mais ça, c'est d'un côté aussi, c'est positif, c'est que la médiation, elle s'élargit, elle va sur d'autres domaines, elle s'officialise. Donc, ici en Suisse, on a eu la rentrée de la médiation dans la procédure civile. Enfin, maintenant, il y a des lois sur la médiation dans quelques cantons. Donc, tu vois ça comment? C'est d'un côté, j'imagine, positif, avec cet élargissement, de l'autre côté. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, d'une part, on a une meilleure appropriation, une meilleure visibilité de la médiation, puisque ça devient un terme très usité, voire tellement usité que finalement, il englobe tout, y compris des modes amiables qui ne sont pas de la médiation. Donc ça, c'est une excellente chose. Mais finalement, plutôt que de travailler à cette diversité, on a l'impression que chacun veut prendre sa part de gâteau et surtout relégitimer sa fonction dans l'institution, les institutions telles qu'elles sont. Et parce que finalement, l'histoire de la médiation et la médiation citoyenne a un côté finalement très révolutionnaire, comme diraient certains illustres professeurs en la matière. C'est-à-dire que en fait, la médiation, elle est en grande partie née d'une posture de la société civile qui ne trouvait pas son compte dans la justice. Et donc, dans le système judiciaire. Et donc, ce côté un petit peu contestataire, un petit peu à côté, on offre une autre voie
finalement, n'est pas conservé si jamais seule l'institution judiciaire définit ce qu'est la médiation et encadre toute la médiation. Voilà. À ton sens, en fait, c'est pas pris en compte, en fait, l'avis des justiciables, l'avis des citoyens, en fait, qui, eux, ont recours, justement, à, ça s'adresse à eux, hein, dans un premier temps. Alors, ils sont inexistants. C'est-à-dire que moi, je suis toujours stupéfaite de voir dans les colloques le nombre de professionnels du droit, éventuellement de médiateurs, mais ils sont parfois loin d'être majoritaires, et l'absence totale de justiciables, si on veut parler de la médiation judiciaire, ou même de citoyens qui sont quand même ceux à qui on s'adresse. Donc c'est assez impressionnant de voir à quel point on a un discours qui vient d'en haut, c'est-à-dire on pense pour les gens ce qui serait bien pour eux pour régler leurs différends. Et c'est un peu curieux quand même quand on fait de la médiation d'avoir cette pensée-là. Et c'est ça pour moi qui fait problème, c'est que la plupart des études ou j'allais dire recherche-action ou autres que je vois à droite et à gauche, elles sont centrées sur les prescripteurs et elles ne sont pas centrées ni sur les médiateurs ni sur les bénéficiaires. Or, comment peut-on mettre en place quelque chose qui serait plus juste que le système actuel de la justice, juste au sens justesse, hein. Je parle pas donc plus adapté et avec plus de justesse, si on ne demande pas à ceux à qui c'est destiné ce qu'ils en pensent. En fait, et aussi leur expliquer quel est l'intérêt aussi. Oui, tout à fait. Mais pour deux, alors ça rejoint de culture du coup. Moi, j'ai beaucoup utilisé et travaillé la sociologie de Bourdieu, mais en fait, ça rejoint le fait que pour demander l'avis à quelqu'un, il faut expliquer, montrer. Faire toucher du doigt, expérimenter pour avoir un avis. C'est-à-dire, c'est ce que Bourdieu dénonçait sur l'opinion publique n'existe pas. C'est-à-dire que ça sert à rien de poser une question à quelqu'un. L'archétype, c'est le sondage. On pose une question à quelqu'un pour lui demander un avis à une question qu'il ne s'est jamais posée. Dans un domaine qu'il ne connaît pas du tout. Voilà. Et comme il ne se l'est jamais posé, il répond selon finalement le biais plus ou moins artistique de la question. Mais et en fait, tout est là. C'est-à-dire que pour donner envie, avoir un avis, il faut effectivement que les gens touchent du doigt la médiation, mais je ne crois pas à la prescription par des tiers, et en partie des tiers de professionnels du droit, parce que c'est justement parce que c'est un autre champ que peut-être l'appropriation doit se faire plutôt par des démarches citoyennes ou en marge de la seule justice et pas uniquement par prescription judiciaire. C'est un peu là qu'il y a un nœud que j'arrive pas à résoudre parce que d'un côté, je comprends dans ce que tu dis, c'est que on a la médiation qui est justement, ou qui devrait être, et c'est là sa véritable valeur, une alternative à la justice. Et puis maintenant, si je t'ai bien compris, c'est que maintenant, elle est presque absorbée par ce système. En tout cas, elle est, j'allais dire, on a une hégémonie de la justice. Alors,
comme d'autres, hein, je regrette que le Conseil national de la médiation soit rattaché au ministère de la Justice et non pas au Premier ministre, même si je salue effectivement un certain nombre de travaux et d'initiatives, notamment qui sont balisés sur 2025, qui visent à ne pas rester juste dans le mécanisme juridictionnel. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est une difficulté. Et d'ailleurs, on pourrait s'interroger sur la place singulière de la médiation familiale. Parce que finalement, la médiation familiale, sur le plan judiciaire, c'était celle qui était la plus installée dans le paysage public. Et on a l'impression aujourd'hui qu'elle est en voie d'invisibilisation, alors que non seulement c'était la plus installée, mais probablement aussi celle qui faisait bouger le plus de monde. Et ça renvoie au fait que la médiation, l'expérience de médiation, l'appétence à la médiation, elle ne s'inscrit pas dans est-ce que je vais résoudre mon problème à l'issue de, j'allais dire, des séances de médiation. C'est plutôt, est-ce que ce qui s'est passé m'amènera pour l'avenir, si je rencontre une autre situation difficile, de me dire qu'il y a d'autres voies que celle du procès. Et c'est cette difficulté finalement à appréhender le caractère déporté du véritable résultat de la médiation qui, à mon sens, fait parfois difficulté au niveau judiciaire. Et tu pointes du doigt aussi les inégalités sociales d'accès, bien sûr, au droit, mais pas que, à la justice en général, et que cela n'aide pas justement forcément à l'accès à la médiation. Ah, tout à fait. Vraiment ce déséquilibre-là. En fait, pour moi, c'est l'un des problèmes de fond. C'est-à-dire que l'accès à la justice est déjà fortement teinté d'inégalité d'accès. Et plus on le rend complexe ou passé par des prescriptions judiciaires dans un langage qui est pas vecteur de justesse pour les parties. C'est un langage qui a des effets sociaux puissants et qui effectivement exclut beaucoup de gens de l'accès à la justice. On a à mon sens une véritable difficulté et je trouve qu'on gagnerait beaucoup à s'inspirer de nombreux travaux qui sont faits maintenant sur l'accès à la santé. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de travaux assez nourris. Donc, je pense à Nathalie Beljos, à Didier Fassin, qui travaillent sur, effectivement, les inégalités d'accès à la santé, par exemple, les inégalités de prise en charge, c'est-à-dire que quelqu'un comme Nathalie Beljos, alors pourquoi je la cite? Parce que il y a pas très longtemps qu'elle a fait la séance d'entrée au Collège de France et notamment elle est venue pointer ces aspects, c'est-à-dire qu'entre autres on n'oriente pas pareil et on ne soigne pas pareil les gens selon leur classe sociale, leur façon de s'exprimer, voilà. Et elle a parfaitement illustré à travers notamment l'analyse homme-femme des risques d'infarctus, en disant finalement les hommes sont plus sujets à avoir des infarctus, mais ils en meurent moins que les femmes, proportionnellement. Et pourquoi? Parce que la prise en charge de l'homme dans la manifestation, dans ce qui va exprimer, la façon dont il va exprimer les symptômes, n'est pas la même que les femmes. Et du coup, ça n'est pas entendu pareil du corps médical.
qui lui-même est formé essentiellement sur le corps des hommes et non pas le corps des femmes. Et donc, je trouve ce parallèle est assez intéressant. Et puis, on gagnerait, je trouve, beaucoup à voir tout ce que ça a donné, parce que il est très probable que dans le recours au judiciaire, qu'on a un recours qui est socialement distingué, on devrait trouver aussi des pistes de réflexion. Et tu dis cette problématique d'accès à la justice, est-ce que c'est avant justement d'y accéder ou c'est au moment qu'on y accède, comment la médiation elle est prescrite? C'est l'ensemble du parcours. C'est-à-dire, on a socialement pas la même possibilité de recourir à la justice, d'y penser déjà quand il y a différent. On a des capacités, notamment langagières, et des capacités culturelles. Alors, ce que effectivement on connaît sous la forme de capital culturel, mais socialement, on ne va pas s'adresser à la justice, avoir la capacité même de penser qu'on peut s'adresser à la justice de façon égalitaire. Et encore qu'on y accède, les voies de recours qui vont nous être proposées par les intermédiaires vont être très distinguées selon son origine sociale. Alors, c'est pas forcément le capital économique, il va rentrer en jeu à un moment, mais c'est probablement pas le capital économique qui est le plus distinctif. Et donc, évidemment, on ne va, au sein de l'accès à la justice, pas se voir proposer les mêmes options. Et de fait, on ne va pas avoir un dossier, une affaire montée de la même façon selon... alors, il n'y a pas que l'origine sociale, hein, mais je dis l'origine sociale pour simplifier mon propos. Donc, c'est l'ensemble, c'est le fait même de pouvoir, lorsqu'on a un différend, un conflit, se dire que s'adresser à la justice est une voie possible. Parce que rappelons que dire le droit, c'est pas régler un conflit. Hein. Voilà, c'est régler un litige. Ouais. Oui, et puis surtout, le droit, il règle que il donne la réponse à une équation qui est juridiquement recevable, donc qui va reprendre que un certain nombre d'éléments dans l'équation. Et ça correspond pas au vécu des gens. Et c'est là qu'est la force de la médiation. C'est que la force de la médiation, c'est que les gens qui parlent eux-mêmes, d'eux-mêmes, avec leurs propres mots. Parce que le langage est très, très discriminant quand même. Hein. C'est un vecteur très discriminant en matière d'accès à la justice. Oui, et puis le caractère aussi volontaire aussi d'accès à la médiation. Hein. Là, je parle de médiation. Par exemple, tu pointes aussi c'est une exclusion, comme une exclusion silencieuse, le fait que c'est un caractère volontaire. Comment est-ce que tu peux expliquer ça? Ça m'a un peu... Le problème, c'est que, en fait, on revient au fait que le fait qu'on entre en médiation par volontariat suppose qu'on en ait compris les enjeux. Voilà. Et la compréhension des enjeux, elle suppose un accès à la compréhension, à l'explication, qui est aujourd'hui plutôt bien porté par l'institution judiciaire et j'allais dire les différentes rouages d'accès au droit, mais elle n'est pas accessible aux gens qui n'accèdent même pas à cette étape-là. Ouais.
C'est pas du tout, en fait. C'est presque comme un parcours du combattant dès le départ. Oui, Et c'est pas si évident pour les personnes. Même quand on leur propose d'y accéder ou pas, qu'ils ont le choix, ils ont la possibilité de dire oui ou non, ils sont encore plus perdus, en fait. oui. Ils ne savent pas sur quelle base ils vont s'appuyer pour accepter et qu'est-ce que ça va engendrer et qu'est-ce que ça suppose, en fait. Et c'est là où la pluralité des médiateurs a tout son sens. C'est-à-dire que pour reprendre le parallèle avec le médical, en matière médicale, parce qu'il y a quand même beaucoup d'études qui sont faites là-dessus, on sait que si j'allais dire le soignant, le médecin est socialement assez proche des populations concernées, on a une meilleure prise en compte de la parole, la façon dont elle va s'exprimer. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas parce que, j'allais dire, le patient aura plus confiance dans quelqu'un qui a eu un parcours comme lui, c'est plutôt que le prescripteur va entendre différemment ce qui est dit. Il va le comprendre différemment. Et c'est là, en matière de médiation, qu'on revient peut-être à l'intérêt d'avoir une pluralité de médiateurs, l'importance de l'information à la médiation, mais bien évidemment, il faut remonter, c'est-à-dire c'est l'importance dans l'éducation, déjà à la base, d'avoir effectivement une connaissance, une compréhension d'autres formes de régulation sociale que la règle, la punition, la transgression de la règle égale la sanction. D'autres modes de régulation, l'un n'exclut pas l'autre, hein. Mais bon, et effectivement, l'école est en ça essentielle. La famille, il faut déjà une bonne imprégnation. C'est plus la communauté qui entoure les familles qui peut être un relais. Et c'est pour ça que la médiation familiale, le rôle des médiateurs familiaux, il est fondamental. D'autant que, très honnêtement, c'est les mieux formés quand même. Un diplôme d'État. Hein. Voilà. Oui, non, mais c'est pas le label diplôme d'État. Ce sont les mieux formés en termes j'allais dire, d'approfondissement, d'expérience, de pratique. Voilà. Et c'est finalement assez dommage d'avoir une telle ressource qui est finalement sous-identifié, alors que on a parfois certains professionnels du droit médiateur qui bénéficient entre guillemets d'une appellation médiateur avec, j'allais dire, quelques dizaines d'heures de médiation, alors que le décalage de la posture, en plus, quand on est professionnel du droit, est encore plus difficile. Après le constat de ce glissement, Sandra, pour l'avenir, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour peut-être corriger ou revoir un peu la chose d'un point de vue, je ne sais pas, des médiateurs, d'un point de vue des institutions? Alors, déjà, pour revenir à ce que Joël évoquait, à savoir l'accès au droit, il y a ce qu'on appelle des CDAD dans tous les départements. C'est quoi ça pour le C'est l'accès au droit, justement. C'est des commissions départementales d'accès au droit qui, en plus, ont des moyens financiers. Hein, et qui sont aujourd'hui très centrés sur effectivement l'accès à, j'allais dire, au recours juridictionnel, et qui gagnerait, à mon sens, enfin qui est un point d'entrée finalement assez naturel pour travailler aussi la médiation, pas simplement comme l'évoquait Joël comme étant une difficulté en disant on va vous proposer la médiation, mais on va pas comprendre en 5 minutes ce qu'est la médiation.
Mais justement, inscrire une démarche un peu plus approfondie de renseignement, d'acculturation à la médiation au travers de ces CDAD. Ça, c'est quelque chose qui existe, qui bénéficie de dotation. En plus, c'est les professionnels du droit, j'allais dire, y ont toute leur place et donc il y a pas, j'allais dire, ça serait plutôt, à mon sens, relativement consensuel. La place de la médiation familiale est, à mon sens, à rééquilibrer. Parce que effectivement, par exemple, les listes des cours d'appel, elles concernent pas la médiation familiale. On peut s'inscrire en familial, etc. Mais on oublie complètement ce pan-là. Et peut-être que ça mériterait d'être mieux articulé, toutes ces compétences de médiation familiale avec la médiation civile classique. Donc, j'ai parlé effectivement de tout ce qui concerne l'éducation. Hein. On a effectivement cet aspect-là. C'est d'autant plus important que je pense qu'on a un effet de génération. On a quand même une population de médiateurs et de gens qui s'intéressent à la médiation qui, en partie, est assez âgée et parfois dans une reconversion professionnelle, qui a parfois eu toute une carrière professionnelle, et c'est très bien, hein, mais faut pas oublier qu'on a quand même tendance à voir les autres à travers aussi son propre habitus, c'est-à-dire la socialisation de sa jeunesse. Et on a beaucoup de mal à appréhender chez les autres, à projeter chez les autres autre chose que ce qui a fait sa propre sociabilisation. Voilà, j'en veux pour preuve les discours actuels sur, j'allais dire, certains modes éducatifs ou certains. Donc là aussi, c'est une question, c'est-à-dire qu'il faut penser à diversifier les origines, les tranches d'âge. Ok, la médiation, il faut de l'expérience. Probablement qu'on peut pas être médiateur à 20 ans, mais je vois pas en quoi des trentenaires aguerris ou des quarantenaires seraient pas pertinents. Or, ils sont assez sous-représentés. Dès qu'on va chercher des gens pour représenter la médiation, on tombe plutôt sur des profils plus seniors. Donc, ça me paraît un élément d'attention important. Voilà. Et puis, probablement aussi se questionner sur qu'est-ce que c'est qu'une rémunération juste aussi pour les médiateurs. Parce qu'on sait très bien que on parle volontiers du discours des professionnels du droit sur la partie financière, mais on a une sorte de voilà, je l'ai dit dans l'article, hein, mais finalement d'instrumentalisation du bénévolat. Et on sait que ça crée une échelle de valeur, pas simplement financière, mais symbolique aussi. Et ça, c'est un mécanisme extrêmement pernicieux, parce que notamment la médiation sociale qui a toute sa place, les médiateurs, sous prétexte qu'ils sont moins bien payés, voire bénévoles, auraient une sorte de talent naturel à travailler avec une communauté, à être les interlocuteurs naturels et puis financièrement de second rang. Eh ben, que d'inégalité, on va dire, hein, et qu'il y a pas mal de pistes, en tout cas, à explorer, et puis des choses à mettre en place. Hein. Je pense que on a oui. Un panel quand même, on a encore de la marge, on peut mieux faire.
Que ce soit en France, je pense en Suisse, même chez toi, Pascal, ou ailleurs, hein, il y a des leviers à activer. L'intéressant, c'est ce que tu soulèves, en fait. C'est des points vraiment très aussi pratiques. Il n'y a pas que voilà, de la sociologie et de l'analyse. C'est que tu proposes aussi des pistes pratiques d'information, de sensibilisation, d'en parler, en fait, et de donner accès et quelque part reconnaître le statut de médiateur, quel qu'il soit, du moment qu'il est formé. C'est ce que je comprends, Sandra. Tout à fait, tout à fait. Du moment où il est formé, où il a une formation solide, peut-être une expérience plus ou moins, après selon les âges, peu importe, en fait, il doit être reconnu, en fait, en tant que professionnel et avoir une rémunération aussi à hauteur de son investissement et du travail qu'il fournit. Mais c'est peut-être pas là aussi que ça peut passer en partie la reconnaissance. Je sais pas, en France, je pense que c'est la même chose, mais en Suisse, il y a pas de, le titre n'est pas protégé si c'est pas une association, une fédération. Mais oui, en fait, on sait pas trop, tu vois, il y a différentes, il y a les avocats qui ont la formation, la Fédération suisse des médiateurs, Formation, voilà. la médiation commerciale, et puis que, oui, donc, au niveau de la reconnaissance de la profession, il y a peut-être quelque chose à faire ouais, pour avoir Oui, ça- cette mixité, qu'il soit mixité, mais reconnu, c'est le même toit. Je sais pas si ça fait sens, ça. Oui, parce que en fait, moi, j'ai pas de problème à considérer que la médiation est un éventail assez large, que ce soit dans la pratique, où on peut avoir des choses assez proches de la conciliation plutôt que de la médiation dans l'appellation un peu puriste, mais qui sont sur des terrains et qui peuvent aussi comporter des terrains différents. Moi, je pense qu'il faut aussi beaucoup ouvrir la médiation citoyenne, notamment au niveau des communes, qui est un levier extrêmement puissant. Alors, j'ai envie de dire, il y a des élections municipales en 2026. On sait que effectivement, les mots ne feront pas forcément les actions, mais je note que quand même, il y a finalement assez peu de communes qui se sont emparées de la possibilité de nommer un médiateur pour leur commune. Et là où ça a été fait, c'est plutôt encourageant parce qu'effectivement, on vient voir l'ensemble de la palette de ce qu'apporte la médiation, qui est non pas de rentrer par le droit, mais de rentrer par le problème et surtout qu'est-ce que ça me fait et qu'est-ce que ça te fait, voilà, qui se passe ça. Et comment on peut faire ensemble pour essayer de trouver une solution. Et en fait, je trouve que cet angle de la médiation citoyenne mériterait d'être valorisé, d'être poussé, parce que c'est ça qui viendrait faire, pour revenir finalement à mon propos du départ, qui est on peut pas faire on peut pas faire de la médiation sans demander l'avis des gens. Voilà. On fait pas le bien des gens malgré eux. Alors déjà, c'est j'allais dire, c'est le moteur même du mécanisme de la médiation, mais c'est d'autant plus important de dire comment on les monte à bord. Et je trouve que cet angle de la médiation citoyenne, notamment au niveau des communes, aurait du sens. Et là encore, je suis désolée, mais les communes ne peuvent pas. Alors, je sais que c'est un frein, hein, mais tout ne peut pas être du bénévolat. Tout à fait. À bon entendeur, salut. En tout cas, tous les médiateurs sont invités aujourd'hui à se rapprocher de leur commune. Pourquoi pas, même pour Proposer. Mais au moins proposer, et puis pour une permanence, quoi. Ça peut être une fois par semaine, 2 fois par semaine, une demi-journée. Ça peut que aider les citoyens à comprendre ce que c'est que la médiation, et à quoi ça, en fait, quel est son objectif et comment ça marche. Donc non, c'est une très très bonne idée, je trouve. Ouais. Puis là, peut-être c'est le moment. Voilà, c'est ça. C'est le moment. Donc non, mais parce que ça peut peser dans, j'allais dire, dans les débats de la confection des listes municipales, des propositions, voilà. Et peut-être que le dernier point,
ça pourrait être, parce qu'on a des compétences en France d'animation de débat public quand même. Hein. Alors, on les mobilise parfois pour certains sujets hein, qui ont toute leur importance, mais je trouve aussi que c'est un vrai sujet de débat public. Et voilà, ça gagnerait aussi à utiliser ces compétences d'animation de débat public dans des logiques de territoire. Et c'est ça, à mon avis, qui peut permettre aux gens d'avoir un avis sur la médiation. Il faut commencer par là, en tout cas, par la base. Et d'ailleurs, la médiation est, en fait, par une histoire tout à fait citoyenne. Hein, tout à fait. La naissance de la médiation n'était pas, judiciaire. Oui, et il y a un côté de contre-culture qui ne veut pas dire que c'est forcément en opposition avec les environnements institutionnels, mais une complémentarité. Et c'est ça qui, à mon sens, pourrait être... et je fonde des espoirs pour que dans les années qui viennent, ça trouve sa place. Oui, moi j'ai encore en tête, tu vois, avant l'introduction de la médiation dans la procédure civile en Suisse, j'ai entendu des propos du type non, le droit ça ne nous regarde pas, justement on fait pas ça, justement on est une alternative. Et puis quand c'est devenu juridique dans le sens judiciaire avec la médiation judiciaire, enfin tout d'un coup, il fallait faire des formations complémentaires pour connaître le droit et puis voilà, donc c'est effectivement, mais je pense qu'il y a du bon dans ce mouvement et puis il y a certaines choses peut-être un peu à revoir et puis voilà, voir où est-ce que ça nous amène et où est-ce qu'on veut que ça nous amène. Je crois qu'on a un peu fait le tour. Tu veux rajouter, Joël, quelque chose? Non, au contraire. Je pourrais encore peut-être parler des heures avec Sandra. Mais on est obligé peut-être de clôturer. Et en tout cas, j'invite tous nos auditeurs à aller voir sur le site du village de la justice ta tribune. On va le mettre dans le descriptif. On mettra le lien dans le descriptif. Et on espère que dans quelques temps, on pourra refaire un épisode et que les choses auront vraiment avancé. Oui, de toute façon, elles vont bouger. Hein. Je veux dire, l'immobilisme, ça n'existe pas. Elles vont bouger. L'objectif, c'est d'essayer de les accompagner, voilà, dans un sens qui n'oublie pas trop des pans entiers de la société ou des citoyens. Voilà. Merci beaucoup, Sandra. Merci, Pascal. Merci à vous. Merci, Sandra. Merci, Joël. À bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts.